Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers internautes, bonjour. Une autre aventure du mur de l'entreprise démarre avec nos chroniqueurs Idrissou Awanabi, Roland Adjafon. Merci de prendre le rendez-vous de votre émission sur ISS TV+. Abonnez-vous à la chaîne, partagez l'émission et n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Parcours inspirant, première rubrique de votre émission, nous allons découvrir ensemble le secret du succès, de l'endurance et de la persévérance d'un jeune entrepreneur social. Il nous parlera de lui, de ses débuts, des difficultés rencontrées et bien sûr des succès au travers de quelques anecdotes qu'il partagera avec nous. Parcours inspirant, c'est ce qu'il annonce. Parcours inspirant. Si votre parcours ne peut pas influencer, inspirer les autres à réussir, alors vous ne pouvez pas parler de réussite. Wichi Alfredo Pierre. Rêver être. Pour ceux qui rêvent et veulent être bien, qu'ils soient les seuls entrepreneurs de leur vie, les seuls ouvriers de leur existence, les seuls architectes. Il faut parfois s'inspirer d'autres, de leurs histoires, de leurs échecs et de leurs succès. Nous voulons nous inspirer de vous, Monsieur Ditchari. Bonjour, merci de vous présenter à nos internautes. Bonjour Madame Ariane, je suis Élisée Ditchari, je suis activiste, je suis de formation dirigeant en économie solidaire et gouvernance sociale, donc toutes les structures des associations, les ONG, les fondations, les coopératives, les mutuelles et tout ça, c'est un peu ma formation, la création, la gestion, le développement. Et actuellement, je suis en poste à Porte-Novo, au sein de l'ABIS, le laboratoire d'innovation sociale, qui est une structure qui accompagne les jeunes à l'employabilité et à l'engagement citoyen. Donc nous renforçons leurs capacités à aller vers un emploi, à l'insertion professionnelle, à l'entrepreneuriat et à faire des acteurs et catalyseurs de changement dans leur milieu. Donc voilà, en résumé, ce que je suis. C'est une présentation assez complète. Merci déjà d'avoir accepté, honoré de votre présence sur cette émission. C'est avec plaisir de partager mon parcours. Alors, c'est avec plaisir que M. Ditchari se porte volontaire, après bien sûr notre appel, se porte volontaire pour partager son expérience de vie, son parcours avec nous, chers internautes. Partagez avec nous justement, avec nos jeunes, votre parcours scolaire et professionnel. Vous avez eu le bac, vous avez le BEPC. Dites-nous un peu, parlez-nous de vous. On a envie de vous découvrir. Oui, j'ai pu obtenir le bac, le BEPC et tout ce qui va avec. Et aujourd'hui, je vais peut-être commencer par mon histoire, par peut-être la classe de seconde première, où pendant cette période, j'avais un rêve, celui de devenir ingénieur télécom. J'adore, j'aime l'éthique, j'aimais l'éthique et tout. J'aime toujours l'éthique. Et donc l'idée, c'est ça, devenir ingénieur en télécom, j'avais cette idée. Et les parents avaient les moyens dans le temps de m'offrir cette formation qui était quand même un peu chère. Donc, mais à cette période-là, les choses ont commencé par bouleverser parce que mon père avait perdu sa situation professionnelle. Donc les difficultés ont commencé dans la famille et donc difficilement on a pu s'en sortir pour que voilà, ma petite soeur, moi, on puisse avoir le baccalauréat. Vous n'étiez que deux? On est 4, mais dans le temps, c'était elle et moi qui étaient en terminale et qui devaient passer le bac. Donc, vous étiez l'aîné d'une famille fratrie? Je suis l'aîné d'une famille de 4 personnes, dont une sœur qui vient juste après moi. Donc on est 3 gars avec une dame. Voilà, donc 4, donc j'étais l'aîné. Donc difficilement, j'ai pu, dans toutes les difficultés, j'ai pu obtenir mon baccalauréat. Et je m'étais vraiment donné en terminale pour que je puisse obtenir une bourse, même si c'est une bourse, pour qu'à l'université, je puisse m'en sortir parce que je ne pouvais plus compter sur le soutien des parents. Mais malheureusement, je n'ai pas pu obtenir cette bourse. Ça m'a fait très mal parce que je comptais vraiment sur ça, vu la situation un peu
un peu catastrophique de la famille qui ne pouvait plus me venir en soutien. Donc, j'ai compté sur ça, je me suis battu, mais je ne l'ai pas obtenu. Donc, après le bac, il fallait se débrouiller maintenant. Qu'est-ce qu'il fallait faire? On est tombé sur une opportunité d'un institut canadien qui devait s'installer au Bénin et qui faisait formation en entrepreneuriat leadership, donc Vance de Entrepreneurial Leadership Institute. Donc, mais pour entrer dans l'école, c'est d'abord cher, mais pour entrer, il faut faire un test. Et quand vous faites le test, vous pouvez obtenir une bourse ou une demi-bourse, donc qui vous permettait donc. Au départ, j'avais dit non. Mon père m'a dit, cette opportunité, je ne veux pas rêver, tu ne peux pas me payer ça, donc ne me fais pas rêver. Donc, voilà. Donc il a essayé de me convaincre, non, vas-y, peut-être que tu auras la bourse, voilà, essayons. Donc j'ai fait le test et ouais, heureusement, j'ai bien travaillé pour le test. J'ai bien travaillé, les gens ont vraiment apprécié le résultat que j'ai eu pour le test. Et donc on m'a appelé pour un entretien et tout. Mais malheureusement, ceux qui obtenaient les bourses complètes, c'est des gens qu'on devait utiliser après comme mentor pour l'institut. Donc 3 ans après la formation, en tant que boursier, vous venez pour genre servir, redevabilité, quelque chose comme ça. Donc j'étais très jeune et très timide. Il ne faut pas avoir les choses, il n'y a pas de gratuit dans la vie. Voilà, exactement. Il y a toujours une contrepartie quelque part, même si elle n'est pas monétaire. Exactement. Donc là, voilà. Mais le problème à l'époque, c'est que j'étais jeune, très jeune et très timide. Et ils se sont dit, bon, vraiment, tu es très jeune, on n'est pas sûr de pouvoir t'utiliser 3 ans après. Donc pour eux, il fallait encore... Donc, on ne pouvait que me donner une demi-bourse dans le temps. Je ne me rappelle plus exactement. Je sais que ce n'était pas moins de 250 000 l'année, quelque chose comme ça. Donc, j'ai dit, merci beaucoup. On ne peut pas payer ça parce qu'on n'avait vraiment pas les moyens et tout. On dit, on ne peut pas payer ça. Et le monsieur, le Canadien, monsieur Vendeuse, qui dit, ok, bon, je te propose quelque chose. Je viens de m'installer, j'ai besoin d'employés. Le gars dit employé, je croyais que bon, voilà, c'était un truc comme voilà. Et tout, il me dit, voilà, j'ai besoin d'un agent d'entretien et j'ai besoin d'un vigile. Wow. Qu'est-ce que le gars dit? Je commence à réfléchir, regarde, mon père me regarde. Et après, on fait une concertation, il dit non, laisse tomber et tout. Vous savez, quand on a vécu dans une position donnée, et après le bac, tous tes amis sont à l'université. Oui. Et voilà, et toi, on te propose un boulot comme ça pour payer tes études. Donc, après négociation, j'ai dit, ok, allons-y. C'était 40 000 le mois, 10 000 francs par semaine. On avait négocié, on obtenait 10 000 francs. Et le deal, c'était que je mette à part 5 000 francs la moitié pour payer mes études après. Okay. Donc, je devais me taper le boulot. Voilà. Donc, on était 2 finalement recrutés. Moi, j'étais employé en même temps étudiant. Mais ça n'a pas été facile. Je n'ai pas pu suivre les cours comme il fallait. Donc, j'ai pu rattraper d'autres cohortes. Et donc, on fallait se lever très tôt. Vous venez faire l'entretien dans les bureaux. 5 heures, 6 heures, fini l'entretien. Et on avait un tour de vigile, donc on faisait les deux. Donc, matin, 5 heures, on se réveillait, on bossait, on faisait c'était un immeuble donc, à un étage, avec donc, et après, on fait le tour de vigile. Donc, souvent, peut-être des fois, moi, je reste le matin, donc de 7 heures à 14 heures. Et mon second, lui, il prend le relais de 14 heures jusqu'à la soirée. Donc, c'est comme ça que, voilà. Et à un moment donné, la situation était tellement difficile à la maison que je ne pouvais pas penser à moi seul. Donc, à un moment donné, j'ai dit à M. Vendeuse, j'ai dit, la situation est compliquée pour ma famille. Je ne peux vraiment pas penser études maintenant. J'ai besoin de tout l'argent pour pouvoir soutenir ma famille. Parce que c'est avec ça que, voilà, une part que je remettais à mon père pour pouvoir gérer la semaine et tout, voilà. Et donc, c'est comme ça, mon histoire réelle a commencé. Donc, il fallait se taper aussi plein d'autres boulots pour se venir 40 000 francs. Pour moi-même, d'abord, c'est rien. Et en même temps, la famille doit compter sur ça et tout. Donc, j'ai dû arrêter les études et ne faire que travailler. Wow. Donc, après, voilà, on s'est tapé plusieurs boulots. Vendeur de fonds, les fonds, Donc, j'ai dû taper ça aussi. J'ai essayé le déchargement de ciment, mais j'ai voulu mourir au premier coup. J'ai abandonné. Mais j'étais prêt à taper n'importe quel type de boulot juste pour m'en sortir et soutenir ma famille. Soutenir surtout mes frères et soeurs pour qu'eux aussi puissent venir au niveau où nous sommes et tout.
Donc c'est dans ce contexte que, voilà, d'abord j'ai fait la rencontre des associations. Hein. C'est dans ce contexte que j'ai été à un séminaire et voilà. C'était bénévole, mais je sentais quand même que, au-delà de tout ce que je vivais comme difficulté, je pouvais quand même contribuer à régler quelque chose dans ma communauté ou participer à changer quelque chose. Donc je me suis engagé encore comme ça. C'est dans mon propre argent, les mêmes 40 000 là, que je devais me déplacer, puis les cotisations, aller à tel, on ne vous payait pas. Mais en même temps, on acquérait beaucoup de compétences, on acquérait de l'expertise, on se faisait un réseau relationnel. Et la chance que j'ai eue, celui que j'ai rencontré, M. Paten Adagwe, très tôt, très jeune, il a vu quelque chose en moi et il m'a fait de la place. Il a commencé par me confier beaucoup de responsabilités. Donc, je le représentais aussi. Des fois, il me confiait des responsabilités. J'avais peur de dire non, mais tu peux le faire, tu peux le faire. Donc, il a été vraiment une grande bénédiction pour moi. Il a cru en moi et ça fait partie d'une des difficultés dans le parcours. C'est qu'en tant que jeune, les gens ne croient pas en vous. Je vous donne l'exemple de la bourse. Oui. Parce qu'on s'est dit, ce gars, c'est pas sûr, c'est pas sûr, c'est pas sûr. Donc, je suis resté là. C'est beaucoup de difficultés, imaginez. Même au début, vous voyez, je suis étudiant, vous êtes étudiant. Et voilà, vous venez à l'école, vous me voyez à la guérite, vous voyez. Donc, il y a eu tellement de chocs, mais on a supporté parce qu'on s'est dit qu'il y avait un objectif devant. On s'est engagé, on a donné. Et voilà, après, je crois, un an ou un an et demi, a fait tout ce... à pouvoir à chercher à s'en sortir et tout. Voilà, ils sont revenus, le monsieur qui ne vit pas au Bénin, mais qui avait son équipe, monsieur Vanders, Canadien, monsieur Vanders est revenu, il a dit ok, on t'a observé un peu et tout, et voilà, on pense que tu peux faire le job, c'est-à-dire on t'offre maintenant la bourse complète. Wow. Donc vous avez raté une année? Ouais, une année à peut-être prouver que j'étais capable. Oui, il a fallu ça. Voilà, pour me connaître, pour savoir que en réalité ce jeune homme, ce petit avait quelque chose en lui. Des potentialités là. Et ça, c'est grâce à mon engagement dans les associations, mon engagement bénévole, les associations, tout le travail qui a réveillé en moi le potentiel qui était là caché, que moi-même je me suis ça sommeillait en vous. Voilà. Donc aujourd'hui, par exemple, je n'ai pas pu réaliser mon rêve de devenir ingénieur télécom, mais je travaille dans le numérique, je fais la promotion numérique et tout ça. Je travaille même sur des solutions liées à l'intelligence artificielle et tout. Mais je suis devenu quand même ingénieur dans d'autres domaines, ingénieur en économie solidaire et gouvernance sociale, c'est-à-dire la gestion, la création, le développement des entreprises sociales, des associations, des coopératives, tous les ONG internationales et tout. Donc, aujourd'hui, cet engagement, au fait, m'a permis de pouvoir me retrouver en tant que moi-même, de pouvoir être utile à la communauté et de pouvoir être un acteur de développement là où je suis. Donc, c'est vraiment dans ce contexte. Et quand on m'a dit un an et demi après que je devais obtenir la bourse, malheureusement, j'étais déjà, les un an et demi, j'étais déjà trop loin. Mon engagement était trop loin. Prenez déjà tout votre espace. Prenez déjà trop de dimensions. Dans le temps même, je commençais par gérer une école de formation en entrepreneuriat et leadership. On me confiait une école de formation. J'ai eu 2 cohortes dans le temps. Donc, c'était poussé. J'ai dit oui, super, merci, bonne nouvelle. Mais je ne pouvais plus concentrer du temps à l'école. Voilà. Donc, après, j'ai continué. Je me suis engagé totalement pour les associations, le développement, le renforcement du développement, aider les autres, contribuer à ce qu'ils aillent mieux, régler les problèmes sociaux et tout ça. Et cet engagement, cette détermination m'a permis après de pouvoir, grâce à des gens pour qui j'ai travaillé gratuitement, qui se sont dit mais qu'est-ce qu'on peut faire pour ce petit, de pouvoir aujourd'hui être diplômé de la faculté libre d'études politiques et d'économie de France, donc j'ai un master 2 en économie solidaire et gouvernance sociale, c'est un don, on m'a fait un don de cette formation, de pouvoir le suivre gratuitement sans rien payer, à cause des nombreux engagements que j'ai eus. Donc ce n'est pas de ma propre force ce diplôme que j'ai eu, mais c'était une récompense de tout l'engagement que j'avais. Et ce diplôme est venu aussi booster un peu ma carrière ou mon engagement
parce qu'en même temps, il y avait les compétences, il y avait les trucs, mais on est en Afrique francophone, il fallait le parchemin quelque part pour prouver que tu faisais faire. Donc ça venait booster tout ce que je faisais. Et voilà, donc c'est comme voilà, une récompense de toutes ces années d'engagement. Donc c'était vraiment un parcours très très difficile, surtout quand vous étiez à un niveau donné et que vous descendez, c'est difficile de se relever, tout le monde vous abandonne. Dans le temps, j'avais plusieurs choix, j'avais le choix de ma génération, dans le temps où beaucoup ont viré vers ce qu'on appelle également, donc beaucoup ont fait l'action internet et tout, donc j'avais le choix, je pouvais suivre ce groupe. Facilement, en même temps, voilà. Mais je crois que Dieu, dans sa grâce, m'a permis de faire le bon choix, de me battre et de me donner. Et aujourd'hui, je pense à véritablement écrire un livre, et j'ai déjà le titre de mon livre, c'est Élysée le jusqu'au boutiste. Élysée le jusqu'au boutiste. Le jusqu'au boutiste. Ouais, j'ai vraiment une histoire à rencontrer, un parcours très, très difficile, alarmant. Des fois, ça fait pleurer. Je n'ai pas l'occasion ici de détailler des éléments, mais c'est un parcours. Et comme vous l'avez dit, aujourd'hui, beaucoup veulent être comme moi, beaucoup m'écrivent, beaucoup de jeunes m'écrivent. Mais ils ne savent pas. Mais ils ne savent pas. Ils pensent que Élisée Dicharé a un père plein aux as. Voilà, plein aux as quelque part. Non, pas du tout. Ou que vous avez des mentors, des parrains. Non. J'ai des grands frères, j'ai des personnes qui me soutiennent, mais vous les avez gagnés, voilà, en fait. Exactement, je les ai gagnés, je les ai montrés que... Au travers de tout ce que vous êtes. Exactement, qu'ils ont besoin, je peux leur apporter quelque chose et ils peuvent compter sur moi pour faire un certain nombre de choses. Et donc, voilà, donc moi, par exemple, j'ai entendu plein d'histoires de gens... c'est ce genre d'histoires qui, des fois, te font pleurer. À un moment donné, quand tu es fatigué, tu veux tout lâcher. Mais tu entends l'histoire quelque part, quelqu'un dit « Ah, j'ai un oncle qui m'a soutenu, qui m'a financé. » Moi, je n'avais pas ça, je n'avais personne. Ou carrément, lorsque la situation professionnelle de mon père a changé, tout le monde nous a abandonnés, on nous a laissés complètement à nous-mêmes. Donc, tout le monde s'est battu. Voilà, on s'est battu. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on se relève, on est au niveau où on est. On contribue à notre truc là, on gagne bien, je suis à plus de 10 fois ce que je gagnais il y a quelques années, et ça c'est à part les consultations que je m'offre, et ça je n'utilise pas pour du fait du bling bling, mais je le réinvestis parce que je sais que c'est pas le niveau que je veux. Je veux atteindre un niveau où moi-même je peux commencer par soutenir les gens. Aujourd'hui, j'accompagne des entrepreneurs, j'accompagne des jeunes, j'aide les jeunes. C'est quelque chose que j'ai eu du mal à obtenir, mais moi je ne veux pas que ceux-là aient du mal, donc je veux leur offrir ce que j'ai. Nous on a eu du mal à obtenir, c'est pas parce que j'ai eu du mal à obtenir ce que j'ai obtenu que je vais laisser les autres avoir du mal à l'obtenir. Mais comment je fais pour que cette douleur par laquelle je suis passé, d'autres personnes d'autres jeunes, d'autres personnes, mes jeunes frères ne puissent pas passer par cette douleur. Donc c'est tout ça mon engagement. Le programme pour lequel je travaille actuellement, j'ai pas trouvé un emploi, mais pour moi j'ai trouvé un engagement, parce que ça me permet toujours de faire ce que je fais, d'aider avec le problème de l'emploi au travers de l'orientation des jeunes vers comment trouver l'emploi, rédiger son CV. L'autre aspect, accompagner les jeunes vers l'entrepreneuriat, comment partir de leur potentiel, comment détecter, donc les aider dans ce parcours, et aussi les aider à être des catalyseurs de développement dans le milieu, de s'engager bénévolement, volontairement, parce que aujourd'hui, ce que les jeunes ne savent pas, c'est vrai que il y a un prix à payer derrière le bénévolat. C'est un grand prix. Je ne peux même pas parler de ce qu'on a ressenti, dans son cœur. Mais aujourd'hui, devient un tremplin vers de bels horizons. C'est vraiment un tremplin. Si je dois conseiller un jeune, je dis, fais tes études, mais trouve un engagement à côté, parce qu'aujourd'hui, même vous avez au niveau de l'Union africaine, que ce soit la francophonie, qui ont des programmes de volontariat, de mobilité pour les jeunes, mais on te demande un minimum d'engagement dans ta communauté. Donc si tu ne l'as pas, tu vas beau avoir le diplôme, mais si tu ne prouves pas que tu contribues au développement de ta localité ou bien quelque part, où tu as un engagement,
tu ne pourras pas, difficile de monter. C'est ça. Et c'est dans ces cercles-là, des gens comme nous qui n'avaient connaissant personne, c'est dans ces cercles-là qu'on s'est construit les réseaux. Aujourd'hui, j'ai des réseaux de contacts partout, dans plus d'une vingtaine de pays. Je connais des gens, j'ai travaillé avec des gens, j'ai géré des plateformes, des associations locales, des associations au niveau national, des associations au niveau régional, des associations au niveau francophone et au niveau international. Donc, j'ai des contacts un peu partout, j'ai des accès, je sais pour toucher telle personne par qui je peux passer, même si je n'ai pas accès directement. Donc, je me suis construit tout ça au travers de la détermination, de l'engagement, et parce que je savais où j'allais. Et je me suis dit, tu es seul, Dieu te soutient et vas-y. Et j'ai construit ça tout le temps. Donc, est-ce qu'on peut dire que le déclic est venu de la difficulté première que vous avez eue quand vous avez voulu intégrer cette école? Ça a été le déclic là? Oui, c'est peut-être le premier déclic. Le premier déclic, c'est-à-dire là où j'ai eu vraiment le déclic, parce que même en intégrant tout ça, ça ne m'avait rien dit. Bon, je viens d'avoir le bac, bon, ça ne me disait rien à peu près, mais je me condamnais, pas me culpabilisais comme tout le monde. Voilà, pourquoi moi, pourquoi ma famille, mon père n'a pas pu m'aider jusqu'au bout. Donc, la culpabilisation que tout le monde peut savoir, dire, mais telle personne, voilà, pourquoi je ne suis pas né dans cette famille? C'est ça, c'est ça. Tu commences par te poser des questions, à culpabiliser Dieu, mais en même temps, je suis tombé sur un bon livre de développement personnel, pas même un bon livre, un bon auteur de développement personnel. Et le livre, moi, je l'ai écouté en audio, maintenant ça suffit, il faut que ça change de pasteur Ivan Castano. Ça a créé le déclic. Quand j'ai suivi ça, j'ai fini. C'est vrai qu'il y a plusieurs séquences. Oui, il y a plusieurs. J'ai tout suivi. J'ai pris du temps, je crois, un certain nombre de jours pour tout suivre. Et quand je suis sorti de ça, j'ai dit, ouais. Et c'est là, en fait, c'est à partir de là que j'ai arrêté de me culpabiliser. Je me suis dit, je prends mon destin en main. Je prends ma vie en main. Et voilà. Et là, j'ai commencé par bosser dur. Et à bosser stratégiquement pour arriver au niveau où je suis actuellement. Et est-ce qu'il y a une phrase, il y a une citation que vous avez gardée et que vous avez envie de partager avec les internautes qui vous suivent? Non, mais le résumé, c'est tu es l'architecte de ta vie. Les parents ont fait ce qu'ils ont pu faire jusqu'à là où ils t'ont aidé, ils t'ont soutenu du peu qu'ils pouvaient. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Maintenant, c'est à toi de prendre ton destin en main. Tu es l'architecte de ta vie. Si tu te blâmes, ça ne donnera rien. Si tu te culpabilises, ça ne donnera rien. Mais voilà, il faut que tu te lèves, tu prennes les bonnes décisions, que tu avances et que tu ne refuses pas de faire les petites choses, les petits commencements, les petites choses. C'est ça même qui a fait ma différence dans les associations. Je suis venu pour faire des petites choses. La première réunion que j'ai assistée, on avait besoin de bénévoles pour faire un certain nombre de choses parce que l'organisation voulait mettre en place un centre de formation. Je m'étais dit, bon, moi je suis bénévole pour venir pendant les cours m'occuper de la sécurité des motos et nettoyer la salle. C'est ça. C'est comme ça. Oui, c'est comme ça que je suis entré et le monsieur m'a identifié, dit ce jeune a quelque chose. Et après, peut-être 1 ou 2 ans après, je suis devenu directeur de cet institut. J'ai dirigé 2 cohortes d'école. Quand on m'a proposé ça, j'ai eu peur. J'ai dit non, mais tu peux le faire. Mais au départ, je suis rentré par la petite porte. Je suis rentré parce que je veux juste aider à nettoyer. C'est simplement. Donc, les petites choses ont fait la différence. Même dans je faisais aller déposer des courriers, c'est des petites choses que voilà, beaucoup quand ils sont réticents, ils veulent forcément entrer par la grande porte. Moi, j'ai un master, je suis de telle famille, je peux pas faire. Non mais c'est ça qui, moi personnellement, c'est comme ça que les gens m'ont découvert, comment commencer par me donner des responsabilités. Donc, voilà, donc parcours douloureux, petites choses, je crois que ça fait partie, je dois donner conseil, c'est ça. N'hésitez pas à faire les petites choses, les petites tâches. C'est ça. C'est quand on vous confie les petites tâches et qu'on est sûr que vous êtes capable de les gérer, qu'on vous confie les grandes choses. Comme on a dit, on ne peut pas confier de grandes choses à quelqu'un à qui on n'a pas vu faire de petites choses. Exactement. Donc, si vous voulez accéder à des grandes choses, c'est que vous acceptez faire les petites choses. Vous salir la main. Vous salir la main. Donc aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, moi, je n'ai pas peur là où je suis.
c'est comme, j'ai pris par le désert, je connais comment ça se passe et tout. Je n'ai pas le stress de perdre mon emploi non, vous êtes à l'aise, quoi. Parce que je sais comment faire, je sais comment. Et j'ai tellement créé de conditions, j'ai un réseau que je suis à l'aise. Vous êtes dans un environnement que vous maîtrisez parce que vous l'avez créé. Parce que je l'ai créé. J'ai saigné dedans. Je me suis donné, je me suis sacrifié. Ah non, mais c'est beau. C'est ce que vous dites, ça me touche parce qu'on sent que vous êtes arrivé là avec toute la force que vous y avez mis, avec toute la détermination, avec tous les coups de la vie. Ouais. Et là, quand quelqu'un dit « je n'ai pas peur », je n'ai pas peur de tomber parce que je sais là d'où je viens et je peux encore reconstruire si jamais mon monde s'écroulait. Et ça, c'est vraiment, ça me donne des frissons. Aujourd'hui, vous parliez de l'entrepreneuriat social. Vous pensez que ça peut nourrir son homme ou ça ne peut que construire un environnement propice pour un jeune qui souhaiterait, par exemple, entreprendre dans le social? Ouais. Non, mais c'est peut-être aussi une mauvaise conception de l'entreprise sociale. L'entreprise sociale, l'entrepreneuriat social, son objectif premier, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas devenir milliardaire, mais son objectif premier, c'est de pouvoir être contributeur de développement de sa communauté. C'est-à-dire que l'entreprise sociale, son objectif premier, c'est de régler un problème social qui est là. Maintenant, la résolution du problème social va créer forcément de revenus parce que l'acteur lui-même a besoin de revenus. Même l'entreprise aussi, le fonctionnement et tout a besoin de revenus pour pouvoir fonctionner. Donc, l'entreprise sociale n'est pas à but non lucratif, elle est à but lucratif, mais une lucrativité limitée. Et je parle même d'entreprise sociale solidaire. Et c'est vraiment mon combat aujourd'hui, le développement des entreprises sociales et solidaires qui viennent régler un problème social, mais qui créent des revenus pour les acteurs qui s'engagent et pour la communauté. Donc aujourd'hui, moi, mon combat, c'est que moi, j'ai fait beaucoup les associations, j'ai compris un peu c'est quoi les limites, les difficultés. Les associations sont trop purement sociales aujourd'hui, c'est-à-dire que, et ils s'attendent à l'aide de l'extérieur. Non, il faut que les associations développent des activités génératrices de revenus, des entreprises sociales et deviennent des entreprises sociales et solidaires qui créent des revenus en réglant un problème social. Donc, ce qui permet à ce qu'on règle un problème, mais en même temps, le revenu est créé pour les acteurs qui sont en train de régler le problème et pour la communauté. Donc, je vois plein de réformes à faire dans le monde associatif pour donner un nouveau souffle, un nouveau engagement, pour donner une crédibilité à ces associations qui se créent chaque jour, mais qui n'ont pas de modèle économique. Les associations d'aujourd'hui ont besoin d'un modèle économique et ils font partie de tout cet ensemble d'entreprises sociales et solidaires. Donc l'entreprise sociale, pourquoi nous avons choisi l'entrepreneuriat social, c'est parce que c'est l'entrepreneuriat qui a du sens. C'est-à-dire que tu n'es pas là seulement pour faire de l'argent, mais tu es là pour régler un problème. Tu es là pour offrir un produit à un prix, un produit sain, un bon produit, un prix accessible à la population. Tu es là pour régler les problèmes qui sont là, mais en même temps, cette résolution te permet quand même de pouvoir vivre toi-même. Donc l'entreprise sociale, pour moi, ce n'est que ça. Parce que chacun de nous doit pouvoir contribuer au développement de sa communauté. C'est pour ça aujourd'hui, on parle de RSE pour les entreprises classiques. On le dit, d'avoir une RSE pour penser un peu à la communauté, vous êtes régler les problèmes. Mais ici, on ne parle plus de RSE en tant que tel, mais c'est-à-dire que ces entreprises sont... Leur naissance même, c'est la RSE. C'est-à-dire qu'elles sont des RSE en elles-mêmes parce que comment dire, de la base de création de l'entreprise vient d'un problème social et les revenus qui sont créés à partir de cette entreprise sont reversés à régler ce problème social-là. Donc voilà un peu. Est-ce que M. Ducharé a un modèle de réussite? J'apprécie beaucoup de personnes avec qui je travaille et autour, que je vois aussi, avec qui je n'ai pas de contact, mais j'ai peut-être un modèle, j'aime beaucoup plus un modèle d'engagement. Un engagement, et je pense à Thomas Sankara, pour moi, qui est un modèle d'engagement de faire pour l'Afrique. Parce que tout ce que nous faisons, c'est non seulement pour le Bénin, mais pour l'Afrique. Donc c'est Thomas Sankara, ce monsieur est extraordinaire.
il était en avance de sa génération. Son impact dans le domaine agroécologique, son impact dans le développement du cinéma africain. Donc Thomas Sankara, au-delà politique, était un acteur de développement. Il était un entrepreneur, il était un acteur de développement. Il avait compris certains principes et on lui a donné encore quelques années. Le Burkina Faso, et je crois même ça allait influencer l'Afrique, ne serait pas à ce niveau aujourd'hui. Et tout le monde le regrette, c'est normal, parce que quand aujourd'hui on revoit les vidéos, on revoit ses interventions, on revoit ses discours, on sait que ce monsieur allait amener le Burkina Faso ou l'Afrique à un niveau donné, mais on n'a pas pu. Donc pour moi, c'est vraiment un modèle et je veux pouvoir aussi incarner ça dans ma génération. C'est les nouveaux Thomas Sankara d'Afrique. Donc, parce que ce monsieur avait quelque chose, c'était un prophète. C'était un prophète. Il était venu annoncer et faire quelque chose. Et je crois que c'était un don de Dieu pour le Burkina Faso et l'Afrique, mais qu'on n'a pas pu saisir. C'est ça. Ouais. Et est-ce que M. Djari a des réalisations à son actif qu'il voudrait partager rapidement? Oui, les réalisations. Ah oui, pas forcément de choses extraordinaires, mais pour vous déjà, parce que le plus important, mes réalisations sont de grandes réalisations pour moi. D'accord, en fait, quand je dis pour moi, c'est pour vous. Oui, et vous en êtes fiers. Oui, aujourd'hui, mes réalisations, c'est d'être fier depuis 9 ans, cet accompagnement que je fais pour les jeunes porteurs d'idées, à pouvoir se lancer en entrepreneuriat. C'est une centaine de personnes qui ont été accompagnées, différents programmes, des jeunes que j'accompagne, que je coach personnellement ou en groupe pour saisir des opportunités d'emploi, et de projets que je fais saisir aux gens. Et quand vous avez ces retours, des gens qui disent merci, merci parce que c'est à cause de vous. Il y a une satisfaction personnelle que l'argent ne peut pas payer. C'est ça. Il y a que l'argent ne peut pas payer. Et de l'autre côté, l'engagement citoyen, l'engagement dans le développement, le combat pour la résolution des défis de notre génération, comme le mariage, la lutte contre le mariage des enfants, quand nous voyons comment nous avons pu contribuer et tout ça à régler un peu ce problème, à pouvoir mobiliser l'attention de tout le monde pour savoir que c'est non seulement un danger social, mais aussi un danger économique pour les pays et l'Afrique de l'Ouest. Donc, on a tellement de choses, mais c'est déjà ces choses que nous avons pu aider les gens à réaliser. Comment des gens que nous avons sortis de zéro à héros, et des gens que nous avons accompagnés, qui ont pu saisir telle opportunité, chaque jour le faisant et tout. C'est un travail fastidieux qui demande beaucoup de temps, mais nous le faisons passionnément parce que nous savons que notre plus grande satisfaction, c'est que les autres soient satisfaits. C'est pouvoir aider les autres à pouvoir trouver leur chemin et à pouvoir réaliser quelque chose. Et Dieu nous a donné le potentiel, les capacités pour ça, et nous mettons ça à disposition. C'est plusieurs projets, c'est plusieurs programmes que depuis 9 ans que je fais avec des résultats assez satisfaisants au vu des retours qu'on a, des gens qui ont pu bénéficier de notre accompagnement, de mon accompagnement, de mon engagement personnel, de mon soutien, de tout ce qui va avec. Je pense que c'est vraiment noble. Et c'est pour M. Djari, un sacerdoce, qu'il prend à grand cœur ou à cœur ouvert pour pouvoir aider ces jeunes, en espérant qu'avec vous, nous allons pouvoir les accueillir ici en studio afin qu'ils puissent partager leur histoire avec nous, M. Djari. Oui, ça va être avec plaisir de pouvoir orienter certains d'entre eux à partager aussi leur histoire. Pour inspirer aussi d'autres personnes. Pour finir, il y a un internaute qui vous suit actuellement et qui est dans des difficultés, qui pense que l'avenir est tellement sombre pour lui parce que réellement, il ne voit pas du tout la lumière au bout du tunnel. Il a tellement lutté, il a envie de s'en sortir, mais rien ne va. Il a envie de tout lâcher. De tout lâcher, comme ça. Et il tombe sur votre vidéo. Vous avez envie de lui dire que... De ne jamais lâcher. De ne jamais lâcher parce que, au fait,
le moment où vous sentez de lâcher, au fait, c'est parce que vous êtes proche du but. Ne perdez pas. À un moment donné, j'avais aussi ce sentiment, beaucoup de temps d'engagement, de sacrifice, mais je n'avais pas les retours, je n'avais pas les résultats. Dans le même temps, d'autres ne faisaient pas cet effort, mais voilà, vous sentez qu'ils bougent. Mais plusieurs années, mais à un moment donné, on a dit, bon, je lâche tout ça, je retourne au village, faire le Mais voilà, c'est à ce moment-là, en fait, que tout se passe. C'est quand vous sentez le moment de lâcher que vous ne devez pas lâcher. Parce que la pression que vous sentez de lâcher, c'est parce qu'il y a une grande lumière devant, il y a une grande gloire devant, il y a un grand chemin qui veut s'ouvrir. Donc, vous avez cette pression des derniers ténèbres qui sont encore avec vous. Et là, juste un peu d'effort, juste encore quelques 2 pas, et vous êtes dans la lumière. Donc, ne lâchez jamais, ne perdez pas, ne mettez pas à la poubelle toutes ces années de sacrifice, toutes ces années d'engagement. Continuez à donner, le bout du tunnel est proche. Et mon slogan préféré, c'est le meilleur reste à venir, le meilleur est devant. Donc, ne lâchez pas. Je prie que vous ne lâchez pas, mais que vous continuez à vous donner parce que ce n'est plus loin, c'est déjà là. Et ce qui est sûr, la lumière viendra. À un moment donné, j'avais cru que c'était simplement des citations ou c'était simplement du développement personnel, mais ce n'était pas ça. Je suis passé par là, moi j'ai voulu lâcher, mais la lumière est venue et la lumière est proche, donc ne lâchez pas, continuez pas à avancer, ne perdez pas toutes ces années de sacrifice. Ne perdez pas toutes ces années de sacrifice. La lumière est proche et le meilleur reste toujours à venir. Voici les mots de M. Dicharé Élisée qui nous a fait l'honneur de ce numéro de votre émission Mur de l'entreprise sur ISS TV+, Mur de l'entreprise, parcours inspirant. Et comme vous le savez, Mur de l'entreprise, ce n'est pas que parcours inspirant, c'est également Agri-Youth où nous allons à la découverte d'un jeune entrepreneur agricole pour la valorisation de la consommation ou du consommant local avec notre chroniqueuse Idrissou Awanabi, CEO Agri-Youth. Et tout juste après elle, c'est bien sûr notre tasse de motivation avec Roland Adjafon. Donc, restez toujours des nôtres. Ariane Teka, je suis. Merci de toujours rester fidèle à ISS TV+. Et à très bientôt pour la découverte d'un jeune entrepreneur, d'un jeune visionnaire comme M. Élisée Dicharé, d'un jeune qui nous fera encore des frissons en studio. Merci et à tout de suite.